Ouais, bonjour à tous, bienvenue dans le QG, le rendez-vous politique de Télé Grenoble. 40 minutes chaque semaine en tête-à-tête avec ces élus dont les décisions impactent directement sur notre quotidien, sur le territoire isérois. Aujourd'hui, je reçois Élodie Jacquier-Laforge. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous avez 44 ans, vous êtes député de la 9e circonscription de l'Isère depuis 2017. Vous avez été réélu en juin dernier pour 5 ans et vous avez également été dans la foulée élu à la vice-présidence de l'Assemblée nationale, une fonction qui permet d'occuper le prestigieux perchoir. Alors avant d'évoquer cette prise de fonction, un petit peu de géographie pour définir les contours de votre circonscription qui est assez vaste, on va le voir sur cette carte. On va du Voironnais jusqu'aux frontières de la Drôme. C'est ça. Hein. Jusqu'au Royan, effectivement. Jusqu'au Royan. Et en fait, ça suit la vallée de l'Isère. Donc, c'est une grande circonscription, mais qui est assez cohérente. On a la Chartreuse, le Vercors, les Champs-Barans. Donc, c'est voilà, un peu un cocon de cette vallée de l'Isère. Un cocon de nature avec effectivement une partie montagneuse. Une ville-centre qui n'est pas importante, mais qui compte quand même dans le paysage. C'est Voiron, avec un peu plus de 20 000 habitants. Oui, tout à fait. Un pôle économique aussi important. Ouais, vous avez parlé de l'aspect touristique. Là, on voit effectivement les maisons suspendues ou la grotte de Chorange. Les fontaines pétrifiantes, oui, tout à fait. Là, vous avez de belles images de la Circo. Saint-Antoine-l'Abbaye. Après, un peu les cartes postales. Et puis, vous parliez de ce poumon économique avec des grosses entreprises, Rossignol ou Poma, notamment, sont installées sur votre circonscription. Ça représente combien d'habitants, cette 9e circonscription ? En fait, toutes les circonscriptions, peu ou prou, font 120 000 habitants. Donc, il y en a des un peu moins denses, des un peu plus denses, mais la 9e circonscription est dans la moyenne. Vous êtes originaire de quelle commune, vous, sur cette circonscription ? Alors moi, je suis originaire de Voiron. J'ai grandi à Voiron. Et mes parents étant séparés quand j'étais assez jeune, j'ai toujours eu un pied à Voiron et un pied à Bilieu, où j'habite aujourd'hui. Bon. Bilieu, tout le monde ne connaît peut-être pas, c'est au bord du lac. Du lac de Paladru. Oui. C'est un petit joyau aussi. Effectivement, qui est dans un cadre plutôt sympathique. Agréable. Vous faisiez quoi avant de vous lancer en politique il y a 5 ans ? Alors, il y a 5 ans, j'ai été déléguée générale de la Fédération des entreprises de crèches. Et avant cette fonction-là, j'ai été la collaboratrice parlementaire de Jacqueline Gouraud, qui a été donc ministre de la Cohésion des Territoires et qui est maintenant au Conseil constitutionnel. Vous aviez déjà mis un petit pied dans la politique, côté, on va dire, coulisses. C'est ça, dans l'ombre. La vie politique peut parfois être usante. Vous avez démarré, je le disais, en 2017 par un gros poste, à rentrer directement à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez hésité à vous représenter en juin dernier ? J'ai beaucoup réfléchi. Parce que je pense qu'il faut prendre des décisions qui engagent bien évidemment ma vie, mais aussi celle de ma famille. Et donc, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai fait voter ma famille. Donc, j'applique ce qui se passe à l'Assemblée aussi au sein de ma famille. Et voilà, moi, j'avais envie de continuer parce que je n'avais pas l'impression d'être allée au bout de tout ce que j'avais commencé et entrepris. Et donc, on a fait un vote. Ils sont majeurs, vos enfants, ils ont le droit de vote ? Alors, au sein de la famille, non, ils ne sont pas majeurs, mais au sein de notre famille, on prend des décisions collectives. Et ça a été voté à l'unanimité. Parce que c'est important, quand on a des fonctions comme ça, d'avoir l'appui de sa famille, de son conjoint. Et parce que c'est un gros sacrifice pour mes enfants et mon conjoint. Donc, c'était important qu'ils soient partants pour cette aventure. Alors vous avez été réélu derrière, alors pas à l'unanimité, mais avec un score assez net, 54% contre 46% face à une candidate de la France insoumise, Sandrine Nosbé. François Bayrou était venu faire campagne pour vous sur les terres voironnaises avant cette élection. Ça veut dire que c'était une circonscription qui pouvait échapper au MoDem ? Alors il était déjà venu en 2017. Et vraiment, je l'en remercie parce que c'est le président de mon groupe, du parti politique auquel j'appartiens. C'est important parce que c'est des temps forts.
C'était pas une circonscription, on va dire, la plus menacée, puisque c'est vous qui avez employé ce terme-là, mais c'est une façon de soutenir les candidats et de faire passer aussi des messages importants, parce qu'une campagne pour les législatives, c'est une campagne nationale, c'est une campagne de terrain, bien évidemment, mais les enjeux sont nationaux. Donc c'était important pour moi qu'ils viennent, et j'étais très touchée qu'ils fassent cette démarche, encore une fois, de venir me soutenir. Vous avez appartenu à d'autres partis politiques que le MoDem avant ? L'UDF. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'UDF. C'était le parti de Valéry Giscard d'Estaing notamment, et qui était un peu le parti centriste de la droite. Et exactement. On peut positionner un peu sur le même créneau que le MoDem. Voilà, et j'avais participé à l'époque au congrès à Lyon de l'UDF Libre en 2004. Voilà. Bon, très bien. Alors, quelques jours après cette élection sur votre circonscription, vous avez été élue vice-présidente de l'Assemblée nationale. Vous attendiez à prendre ce poste. Alors, si c'est une élection, il faut être candidat, donc j'imagine que vous étiez volontaire, mais c'est quand même un poste prestigieux. Alors, c'est bien évidemment que j'ai été candidate, et en fait, on en a d'ailleurs beaucoup parlé au moment de l'élection des vice-présidents. C'est une élection qui se fait en représentativité finalement de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que le bureau de l'Assemblée, qui est notamment composé des vice-présidents, doit être à l'image de l'Assemblée telle qu'elle est composée. Et donc, dans ce cadre-là, on avait, nous, pour le MoDem... Vous étiez sûr d'avoir un poste ? Voilà, c'est ça. On avait un poste de vice-président, et donc je me suis présentée pour mon groupe. J'ai été choisie par mon groupe, par mes pairs. Donc vraiment, je les en remercie aussi, parce que c'est une belle marque de reconnaissance par rapport au travail fourni lors du précédent mandat. Et donc, je me suis présentée, et effectivement, j'ai été élue par l'Assemblée nationale de façon... global. Au complet. Il y a combien de députés MoDem aujourd'hui au sein de Alors, on en a un de plus, donc vous allez me poser une colle, parce qu'on a eu l'arrivée d'Olivier Falorni en fin de... Voilà, vraiment en tout début de semaine. Donc, à vérifier, mais je crois qu'on doit être arrivé à 50. Déjà un beau C'est parce groupe. Que ça bouge, vous voyez, de façon très, très régulière. La députée qui est choisie pour présider l'Assemblée nationale double ses revenus. Est-ce que c'est la même chose pour les VP ? Non. non. Il y a une indemnité qui est complémentaire, et d'ailleurs qui est sur le site. Enfin voilà, c'est des chiffres qui sont transparents, parce que c'est vrai que ça nécessite d'avoir une présence et qui est beaucoup plus rigide, si vous voulez, puisque pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, on est donc 6 vice-présidents, et on vient présider les séances que la présidente ne peut pas assumer. Donc, on a un calendrier qui est d'ores et déjà fixé jusqu'à la fin de l'année. Et on a notre planning de séances. Chaque journée se décompose en trois mini-séances, le matin, l'après-midi et la nuit. Et donc, on a notre planning qui est fixé. Donc, c'est vrai qu'on est amené à siéger sur des horaires extrêmement importants. Donc là, vous savez ce qui vous attend jusqu'à la fin de l'année 2022. Normalement, en tout cas, le planning est fait. Après, bien évidemment, un collègue peut avoir un problème de santé, on peut avoir la nécessité aussi de le remplacer. Et puis alors, la présidente de l'Assemblée, voilà, je me félicite que ça soit une femme pour la première fois de notre histoire, peut décider aussi à n'importe quel moment, si elle le souhaite, de présider la séance. C'est Yaël Braun-Pivet qui est effectivement la première femme à occuper ce poste. Alors, votre première apparition au Perchoir, c'était cet été, le 13 juillet dernier. Vous étiez un petit peu impressionné par... Ah oui. Oui. Ah oui, parce qu'en fait, si vous voulez... Très solennel. Vous arrivez dans l'hémicycle. Jusqu'à présent, quand j'arrivais dans l'hémicycle, personne n'aboyait, parce qu'il y a vraiment un aboyeur qui indique que le président ou la présidente de séance arrive, puisque tous les collègues à ce moment-là doivent se lever. Donc non seulement vous arrivez dans une aide d'huissier, vous avez l'aboyeur qui indique donc que vous arrivez, et vous avez tous vos collègues, et vous avez vu les images, il y avait beaucoup de monde en séance cet été, donc vous avez potentiellement 400-500 personnes qui se lèvent, qui attendent que vous montiez les marches pour arriver au Perchoir.
Le siège, vous ne pouvez pas le manipuler seul parce que c'est un siège historique qui est très très lourd, donc vous ne pouvez pas le manœuvrer. Donc on vous permet de vous asseoir. Et là, vous avez tous vos collègues qui s'assoient. Donc oui, si, c'est impressionnant. On va regarder justement vos premières secondes de président. Donc c'est votre première session le 13 juillet dernier. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion après engagement de la procédure accélérée du projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2021. Alors, où est-ce qu'il est ? J'ai coupé là parce que j'ai envie de savoir ce qu'il vous disait à l'oreille. C'est un huissier là qui vient vous parler ? Alors, c'est le secrétaire général de l'Assemblée nationale. C'est la personne qui, quand on est au perchoir, donc c'est soit cette personne-là, soit le directeur de la séance, qui nous accompagne dans la tenue, l'organisation, la présidence des débats. Et donc là, il me signalait qu'effectivement, une personne demandait la parole. Donc, parce que voilà, moi, voilà, c'est comme vous le disiez, là, vous arrivez, ce que je viens de vous raconter, vous arrivez, les huissiers, l'aboyeur, tout le monde qui se lève, vous commencez à vous ouvrir la séance parce qu'il y a aussi tout un protocole spécifique à respecter. Il faut respecter aussi les usages et le règlement. Et donc, il m'indiquait qu'une personne demandait la parole. Pour le coup, je crois que c'était Alexis Corbière qui voulait demander une minute de silence. C'est pas banal non plus de démarrer sa première session en tant que présidente de l'Assemblée. Parce que quand vous êtes au perchoir, vous êtes dans le rôle de présidente par une minute de silence en hommage à un salarié qui s'était tué quelques jours avant dans l'enceinte même de l'Assemblée nationale. Exactement. Et c'est vrai que c'était un cas... en plus, c'est un cas extrêmement rare, en fait. Il n'y a pas de... je ne suis pas certaine qu'on ait déjà fait une minute de silence pour... un personnel de l'Assemblée nationale de façon aussi rapide et spontanée. Mais moi, ça m'a semblé bien évidemment naturel, normal, puisque même si on ne connaît pas toutes les personnes qui travaillent à l'Assemblée, puisqu'il y a beaucoup de monde qui travaille à l'Assemblée nationale, c'est bien évidemment, on fait tous partie du même endroit, de la même maison, donc c'était important de faire cette minute de silence. Quelle qualité il faut, à votre avis, pour occuper ce poste ? Il faut de l'autorité, il faut être capable de trancher. On a parfois l'impression que l'Assemblée nationale, ça peut virer à la cour d'école, à la foire d'empoigne. Alors, les qualités qu'il faut, je crois beaucoup de sang-froid. Je crois aussi un grand sens de la justice parce qu'il faut que à la fois la majorité, à la fois les oppositions puissent se sentir considérées et puissent comprendre que les débats sont équitables parce que ça c'est extrêmement important. Je crois qu'il faut avoir aussi un peu de distance. Alors la distance elle est physique puisqu'on est effectivement sur ce perchoir, donc on a une vue que personne d'autre n'a. Alors, moi, j'étais au sein des rangs du MoDem, avec mes camarades, un peu... On est un peu protégés. On est un peu protégés, ou en tout cas, on est en collectif. Là, effectivement, vous passez, vous êtes seul. Alors, vous avez, c'est ce que je vous ai indiqué, vous avez des personnes qui vous accompagnent, qui vous aident, qui peuvent vous donner des clés que vous n'avez pas forcément là tout de suite dans l'idée. Mais c'est vrai que vous êtes seul à décider, à arbitrer, et seul le président de séance peut ouvrir la séance, peut distribuer la parole, peut clore une séance, ça c'est possible aussi. On peut demander des sanctions si des comportements sont manifestement répréhensibles. Il peut y avoir des sanctions, des rappels au règlement, il peut y avoir des sanctions financières. Donc je crois qu'il faut, les qualités, c'est de la justice, de l'équilibre. Après, de l'autorité, c'est vrai que je pense que ça se construit aussi. Donc là, les premières séances, il faut essayer de s'imposer. Après, moi, j'ai pas envie non plus d'avoir une présidence brutale, parce que je pense que c'est important que la parole ait lieu. Mais j'attends de mes collègues aussi qu'ils soient respectueux de la présidence, quelle qu'elle soit, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Et je crois surtout de l'institution et au-delà même de nos concitoyens, puisque c'est aussi
l'image qu'on donne qui est importante. Il y a une limite de temps quand on siège comme ça au perchoir, ou alors on peut enchaîner les heures sans limite, puisque c'est vous qui fixez la fin des débats? C'est ça. Alors, on a quand même on a cadré ça, on a fait une réforme du règlement lors de la précédente mandature. On a amélioré, on va dire, les temps pour que ce soit un peu plus cadré, notamment le fait d'arrêter de siéger à minuit quand nous sommes en session, ce qu'on appelle ordinaire. Et on ne peut aller au-delà de minuit que si tous les groupes politiques sont d'accord pour aller au-delà. Et sinon, pour finir, quand on est sur un article, sur un amendement, on ne regarde pas sa montre en disant « Ah, il est minuit, voilà, on va arrêter ». Non, on peut aller jusqu'au bout de l'examen de ce qu'on est en train de faire pour pouvoir le lendemain matin. Mais après, pour répondre à votre question directement, non, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que vous pouvez, en tant que vice-président, siéger de 9h du matin il n'y a pas de... Voilà, jusqu'à ce que peut-être le texte soit terminé. On a siégé jusqu'à 4, 5, 6 heures du matin pendant cette session. Donc, c'est possible de 9h jusqu'à 6 heures. Il est confortable, ce gros fauteuil? Non. Non. Et puis après, si vous voulez, moi, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais je suis pas trop du genre à rester assise. Donc, je prends sur moi aussi. Alors, parmi les 5 autres vice-présidents qui occupent ce poste avec vous, il y a 2 élus du Rassemblement national. Comment ça se passe avec eux? Ça sont des élus comme les autres? Ça vous pose problème que des élus du RN soient à la présidence de l'Assemblée nationale? Alors moi, j'ai été très claire là-dessus. C'est ce par quoi j'ai commencé. C'est-à-dire que le bureau, il est à l'image de l'Assemblée nationale. Moi, ce que je regrette personnellement, c'est qu'effectivement, on ait autant de députés Rassemblement national, parce que ça ne correspond bien évidemment pas à ma vision du vivre ensemble et de l'image que je veux porter de la France aussi au-delà de nos frontières. Donc bien évidemment que ça me pose un problème. Après, ils ont été élus démocratiquement. On a 89 députés Rassemblement national, donc ils ont droit à une représentation au sein du bureau. Donc, ils font partie de la conférence des présidents, ils font partie du bureau et ils y siègent, ils y prennent la parole comme tout autre député. Alors depuis dimanche, l'extrême droite est au pouvoir dans l'un des pays fondateurs de l'Europe. Il s'agit de l'Italie avec Giorgia Meloni. Ça vous inquiète ou vous estimez que finalement c'est le jeu démocratique et puis que les Italiens ont choisi ce qu'ils souhaitaient? Ce qu'on peut voir dans cette prise de pouvoir, peut-être ce qui pourrait se passer ici en France dans 5 ans? De toute façon, la démocratie, elle est fragile. Rien n'est jamais acquis. Donc, l'histoire nous l'a montré. L'extrême droite est arrivée au pouvoir en Allemagne de façon démocratique. Donc c'est une vigilance bien évidemment à avoir, une inquiétude, elle est bien évidemment existante. C'est pour ça que je vous en parlais, les débats qu'on a à l'Assemblée nationale, c'est aussi important pour moi qu'il y ait cette expression des extrêmes. Parce que je préfère que les extrêmes s'expriment au sein d'une assemblée qui a un règlement, qui a des règles, plutôt que dans la rue. Et bien évidemment que la situation en Italie m'inquiète, parce qu'en plus, vous l'avez dit, un pays fondateur de l'Union européenne. Donc, est-ce que finalement, la dynamique qui a été impulsée par Mario Draghi va continuer et qu'on va pouvoir rester soudés face aux événements, la guerre en Ukraine, face à la crise énergétique? Voilà, j'espère qu'on arrivera à tenir, en tout cas, ces engagements qui sont forts, qui sont fondateurs, qui sont historiques. Depuis 1945, effectivement, on n'avait pas vu l'extrême droite au pouvoir en Italie. Donc, si, c'est inquiétant. Alors, la prochaine session du Parlement chez nous va débuter le 3 octobre. Vous savez déjà quel jour vous allez reprendre le perchoir? C'est de mémoire, c'est mardi, la nuit de mardi. Nuit de mardi, au 4 octobre. Alors, 2 députés seront particulièrement attendus dans l'hémicycle. C'est Julien Bayou
et Adrien Quatennens, qui ont tous les deux été accusés de violence envers leur compagne. Alors l'un, violence morale pour Julien Bayou et de violence physique pour Adrien Quatennens. Vous pensez que c'est normal qu'ils reviennent siéger au milieu des représentants du peuple ? Après, les deux situations, pour moi, sont différentes. Parce que d'un côté, vous avez en tout cas une main courante, une plainte qui a été déposée. Et des aveux. Et voilà. Et de l'autre côté, voilà, une cellule qui aurait pris une parole sans début de commencement, on va dire. Oui, c'est beaucoup plus flou. Voilà, plus juridique. Donc déjà, les choses sont à mon sens différentes. Après, si vous voulez, aujourd'hui, ils n'ont pas d'obligation de démissionner. Ils peuvent tout à fait... voilà, ils ne sont pas en examen, ils ne sont pas inculpés. Ils n'ont pas de raison juridique, légale de ne pas venir dans cet hémicycle. Après, on voit qu'ils ont fait le choix de se retirer de leurs responsabilités parce qu'effectivement, la pression médiatique et sociale est extrêmement forte. Moi, il y a un message que j'aimerais faire passer au-delà des cas personnels, au-delà des situations de ces deux députés, c'est que les violences faites aux femmes, elles concernent tous les milieux sociaux. Elles concernent toutes les tranches d'âge. Et moi, ce que vraiment j'invite à faire les victimes de violences, c'est de se signaler. Il y a un numéro de téléphone que vous connaissez peut-être, vous en avez déjà peut-être fait le relais, le 3919, qui est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que vraiment, on arrive à une tolérance zéro de tous ces actes-là. Après, là, vous me parlez d'une situation... visible ou en tout cas mise en lumière de façon plus particulière. Mais moi, j'ai une pensée pour toutes les femmes, peut-être qui nous regarderont aussi, de leur dire que les violences sont intolérables. Alors, ce ne sera pas le seul sujet de discussion de cette rentrée parlementaire, la présence de ces deux députés dans les rangs. Il y a quelques sujets qui risquent de fâcher. Également les députés entre eux. Alors le gouvernement avait l'intention de faire passer la réforme des retraites sous forme d'amendement au projet de loi sur la sécurité sociale, sur le financement de la sécurité sociale qui va être discuté là, à l'automne. Le groupe MoDem s'était opposé à cette stratégie par la voix de François Bayrou. Visiblement, le gouvernement a changé d'avis. C'est que vous avez quand même de l'influence sur les décisions d'Emmanuel Macron ? Alors, on en a beaucoup parlé. On avait nos universités de rentrée en Bretagne ce week-end. C'est une décision et c'est un choix collectif du mouvement des démocrates. Parce qu'il nous semble que la réforme des retraites, c'est une réforme importante. On souhaite faire cette réforme, qu'on se trompe pas sur ce sujet-là. Mais par contre, on a besoin d'en discuter. Alors déjà, de façon... Excusez-moi, c'est mes microbes bretons. On a besoin d'en discuter et on a besoin d'en discuter avec nos concitoyens. Et ça n'est pas juste une considération strictement budgétaire dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale. C'est une nécessité d'emmener nos concitoyens parce qu'aujourd'hui, le système des retraites tel qu'il existe n'est pas juste. L'exemple que, par exemple, je voudrais partager avec vous, c'est si vous êtes infirmier, vous avez potentiellement 17 régimes de retraite différents. Donc, ça veut dire des conditions différentes. Est-ce que vous faites un métier différent ? Non. Mais le cadre dans lequel vous allez l'exercer va faire que vous allez avoir une retraite qui sera calculée différemment, qui sera en tout cas différente. Et je ne trouve pas ça juste. Donc cette réforme, elle doit prendre en compte les carrières longues, elle doit prendre en compte la pénibilité, elle doit prendre en compte la fin de carrière. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on améliore déjà l'emploi des seniors, même s'il va mieux, il faut qu'on continue par cette voie-là. Et lors de mes visites en entreprise, j'ai rencontré un salarié qui, arrivé à l'âge de la retraite, a dit moi, je me sens physiquement de pouvoir continuer, mais pas forcément à temps plein.
Et j'aimerais pouvoir accompagner des jeunes parce que tout le savoir que j'ai accumulé pendant ma vie professionnelle, j'aimerais pouvoir le transmettre. Donc ça, je pense que c'est des pistes sur lesquelles il faut qu'on avance. Parce que voilà, vous allez en fin de carrière avoir des envies différentes, une forme différente. Vous pouvez avoir envie de vous arrêter plus tôt. Vous pouvez avoir envie de transmettre. Vous pouvez peut-être aussi être accompagné dans un temps qui est différent, qui est celui de la retraite. Il y a des gens qui se retrouvent, je caricature, mais du jour au lendemain à la retraite et qui se trouvent pas satisfaits des conditions dans lesquelles ils le font. Donc ça peut pas être juste, pour rebondir par rapport à votre question, ça peut pas être juste un amendement dans un PLFSS. C'est une discussion qui doit avoir lieu de façon globale. Alors, il y a quand même un symbole dans cette réforme des retraites, c'est l'allongement ou le décalage de l'âge légal de départ. Hein. Bruno Le Maire l'a rappelé, c'est l'élément central de la réforme. 62 ans, c'est aujourd'hui l'âge légal. Il sera porté dans le projet du gouvernement à 65 ans. Vous êtes en phase aussi avec ça ? C'est-à-dire que pour moi, ça ne peut pas être que ça. On ne peut pas dire la réforme des retraites, c'est juste décaler l'âge légal de départ à la retraite. Parce qu'en plus, il y a l'âge de départ légal et puis il y a la retraite à taux plein. Or, on sait aujourd'hui que la retraite à taux plein, elle est souvent décalée par rapport à l'âge légal. Il faut avoir le nombre d'annuités. C'est ça, il faut avoir le nombre d'annuités. Merci de le préciser. Mais c'est vrai que ça ne peut pas être que ça. Il faut comprendre que le système de retraite tel qu'il est fait aujourd'hui, il est injuste pour ceux qui ont des carrières hachées. Il est injuste pour les femmes. On souhaite effectivement, et ça, vous ne l'avez pas dit, mais arriver à avoir une retraite minimale à 1 100 €. Donc, c'est aussi faire monter le niveau global et surtout les plus petites retraites. Parce que la retraite, c'est un système de solidarité. Au jour d'aujourd'hui, quand vous et moi, on paye nos cotisations retraite, elles payent les retraites de ceux qui sont aujourd'hui à la retraite. Donc, il faut aussi qu'on ait cette réflexion sur le contrat entre les générations. Qu'est-ce qui est supportable aujourd'hui pour un jeune qui va rentrer sur le marché du travail, il va payer les retraites de ceux qui sont à la retraite au moment où il entre sur le marché du travail. Il faut que ça soit aussi pour lui supportable. Il faut qu'il ait aussi conscience de ça. Donc ça ne peut pas être que le décalage de l'âge légal. Pour moi, en tout cas, on irait à une incompréhension de nos concitoyens qui nous diraient, mais ça ne peut pas être que cet aspect-là. On va voir si dans les semaines et les mois qui viennent, vous arrivez à faire comprendre ça aux députés des groupes d'opposition notamment et aux citoyens. Les citoyens qui, pour certains, étaient dans la rue cette semaine. C'est la rentrée sociale à l'appel des syndicats. Première manifestation d'envergure jeudi, un peu partout en France. À Grenoble, il y avait à peu près 2500 personnes qui ont défilé de la gare jusqu'à la place de Verdun pour demander des meilleures conditions de travail, notamment sur les salaires. Ce sont des revendications légitimes, Élodie Jacquier-Laforge ? Alors on voit déjà le niveau des salaires dans la fonction publique a été augmenté, le point d'indice a été augmenté, on a voté, le texte c'est celui qu'on a voté cet été pour augmenter le pouvoir d'achat. Ça ne leur suffit pas visiblement. Non, mais après si vous voulez c'est aussi l'équilibre global, c'est-à-dire que par exemple dans le cadre du Ségur, on a aussi augmenté notamment les aides-soignants, les infirmiers, on a fait cet effort-là dans la fonction publique hospitalière, parce que vous savez, il y a 3 fonctions publiques. Et donc, on a vu que ça avait des incidences dans les établissements privés de santé. Donc là, on n'a pas la main sur le niveau des salaires dans le privé. Donc, c'est aussi favoriser le dialogue social entre les salariés et les syndicats patronaux. Donc, c'est Jean-Christophe Combe qui a, lui, porté aussi ce sujet pour inciter très fortement le dialogue social dans ces branches-là. On a vu, par exemple, dans la restauration, ça a d'ores et déjà été fait. Donc, si vous voulez, il y a ce que l'État peut faire sur les fonctionnaires d'État, territoriaux aussi. Ça a d'ailleurs été critiqué par les élus locaux et la fonction publique hospitalière. Et puis le reste, c'est pas l'État qui peut fixer le niveau des salaires. Il peut fixer le montant minimal. Et d'ailleurs, celui-là aussi a été rehaussé. Mais on ne peut pas fixer le montant des salaires. Donc,
j'entends bien les revendications. Il faut savoir que la marge de manœuvre de l'État, elle est plus ou moins importante selon que ce soit le privé ou le public. Vous avez connu les Gilets jaunes sur le début de votre premier mandat en tant que député. Est-ce que vous pensez que le même type de mouvement là, peut se remettre en route dans les prochains mois, notamment avec les discussions qui vont avoir lieu sur la réforme de la retraite ? Écoutez, c'est pour ça, je crois qu'il faut qu'on ait... vous savez, le Parlement, par définition, c'est là où on parlemente. Donc, c'est le débat public qui est visible et qui est donné à nos concitoyens avec une assemblée qui est plus représentative aujourd'hui, avec une expression, vous l'avez vu, qui est bien audible des différentes sensibilités politiques. Donc, moi, je préfère bien évidemment que les débats, même s'ils sont, vous l'avez vu, musclés et virils, vous l'avez aussi noté au sein de l'Assemblée, plutôt que dans la rue, puisque, je sais, moi, c'est quelque chose qui m'a marqué dans le mouvement des Gilets jaunes. On a quand même, dès le début du mouvement en Isère, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est une mère de famille qui a tué une autre mère de famille. Ouais. Donc, moi, par définition, si vous voulez, je suis très... ça m'inquiète, ces mouvements-là m'inquiètent parce que finalement, ça peut causer des drames humains. Et je préfère que les débats ils aient lieu au sein du Parlement et de l'Assemblée nationale. Alors, ce n'était pas un acte volontaire, ça avait été un accident. Bien évidemment. Vous avez paniqué sur un rond-point au moment des premiers rassemblements du côté de Pont-de-Beauvoisin, si je me souviens bien. Mais c'est pour vous dire qu'il peut y avoir des conséquences qu'on n'imagine pas. Et donc, je pense qu'il faut rester très vigilant. Dans les autres dossiers de cette rentrée parlementaire, il y aura un volet sur l'énergie, avec notamment la volonté du gouvernement de développer les énergies renouvelables en France et d'aller beaucoup plus vite, justement, dans ce développement, parce que c'est pas un secret de dire que la France a pris du retard dans ce domaine par rapport à d'autres pays. Alors, il y a eu l'ouverture d'un parc éolien à Saint-Nazaire, pas loin de la Bretagne, la semaine dernière, qui a fait ressortir notamment l'opposition des riverains sur ce genre d'aménagement. Les gens sont favorables aux énergies renouvelables, sauf quand ça vient impacter leur quotidien, et notamment les paysages. Sur votre territoire, sur notre territoire, mais sur votre circonscription, il y a la commune de Saint-Antoine-l'Abbaye où il y a un projet d'installation de 11 éoliennes sur les crêtes du plateau des Chambarans, un projet qui patine là depuis de nombreuses années. Oui, depuis 8 ans. Il y a eu des recours, là aussi, des riverains sur l'impact environnemental, sur la gêne causée au voisinage. Alors moi, j'ai rencontré les représentants d'associations qui luttent contre l'implantation de ces éoliennes. Elles ont été déboutées en première instance. Et donc là, il y a un recours qui a été déposé devant le Conseil d'État en février. Donc on attend le résultat de cette procédure. C'est difficile, en fait, aujourd'hui, d'avoir des équipements collectifs parce que finalement, comme vous le dites, les riverains très souvent s'y opposent. Ils s'y opposent parce qu'ils se disent oui, mais moi ça impacte mon quotidien, ça impacte peut-être aussi ma qualité de vie et finalement qu'est-ce que ça m'apporte. Et on a de nombreux barrages dans le secteur et vous avez des lignes à haute tension. On le voit quand on passe la cluse de Vorep, on a des énormes pylônes, on a des tranchées. Alors oui, ça a un impact. Je veux dire, je suis bien d'accord, mais c'est vrai que cette réflexion sur les énergies renouvelables, elle est multiple. Donc, c'est à la fois des éoliens, c'est à la fois du photovoltaïque, c'est à la fois de l'hydroélectricité, alors qu'on est quand même plutôt bien doté localement, mais voilà, c'est ça. Et puis, c'est comme les antennes de téléphonie, c'est comme une nouvelle prison. C'est, quand il y a une infrastructure collective qui impacte
à un secteur en particulier, eh bien, on voit qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à avancer. Vous le soutenez, ce projet d'éolienne sur la commune de Saint-Antoine-l'Abbaye? Alors moi, j'ai pas eu à le soutenir ou pas le soutenir, parce que je vous dis, ça fait depuis 8 ans que c'est en cours. Les élus localement soutiennent le projet, puisque ça permet de favoriser les énergies renouvelables. Après, le dossier en tant que tel sur les éoliennes, il a été présenté il y a 8 ans. Donc, si vous voulez, j'ai pas été sollicitée sur le sujet. Après, on voit qu'il y a aussi des solutions qui avancent. On a des start-up localement qui travaillent sur le sujet pour des plus petites éoliennes, peut-être pas en verticale, mais en horizontale. Donc, je crois qu'il faut aussi qu'on travaille sur l'acceptation sociale de ces grands projets-là, en les rendant peut-être un peu moins impactants visuellement. Et puis on avait aussi, sur le sujet, travaillé dans un projet de loi qui a un nom un peu barbare, hein, je m'en excuse par avance, qui s'appelle projet de loi 3DS, pour inclure finalement l'ensemble des collectivités sur un projet. Parce que là, vous avez une commune d'implantation, mais finalement, ça a un impact visuel. Sur les gens qui habitent à côté, dans d'autres communes. Voilà, sur d'autres communes. Donc c'est important de mieux associer les élus locaux. Donc ça, on l'a déjà fait. Et le projet qui a été présenté, c'est qu'on puisse finalement bénéficier localement aussi de l'éolienne pour pouvoir faire du circuit court, pour avoir finalement des aspects positifs, mais des aspects positifs assez directs de l'installation de ces éoliennes, pour que la compréhension et l'acceptation se fassent aussi plus facilement, pour qu'on puisse se dire, bah oui, cette éolienne, elle m'apporte une alimentation en électricité que je la visualise, et ça a un apport pour moi aussi personnellement. Et ça, je pense que ça participera au fait que nos concitoyens seront plus faciles à convaincre. Alors, au-delà des énergies renouvelables que tout le monde veut développer, mais avec les difficultés que vous évoquez, il y a une autre énergie qui fait débat actuellement, au sein de l'hémicycle notamment, c'est le nucléaire. Vous avez visité, il y a une centrale en Isère, à Saint-Maurice-l'Exil, vraiment à la frontière entre l'Isère et l'Ardèche. Il y a quelques jours, hein, vous avez mis le casque blanc. J'ai quelques photos de votre visite avec d'autres parlementaires pour aller visiter cette centrale. Vous êtes pro-nucléaire, vous, dans votre positionnement politique ? Alors, pro-nucléaire, en fait, si vous voulez, on est dans une situation aujourd'hui où pendant des années, on avait un peu... on s'était dit, on va pouvoir se passer du nucléaire. Finalement, le programme nucléaire, on le sait, hein, je ne vais pas revenir sur les tergiversations des précédents gouvernements. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y avait, je crois, cette solution de se dire, si finalement on peut s'en passer. Et puis on a la guerre en Ukraine qui nous a percuté, je crois, sur ce sentiment qu'on pouvait se passer du nucléaire aussi rapidement. Et donc, vous le savez, des crédits ont été votés dans le cadre de France Relance 2030, donc à la fois sur le nucléaire, sur l'hydrogène, sur les batteries électriques. Ça, c'est déjà en cours. Et donc, on voit que on a besoin du nucléaire. Alors, est-ce qu'on est pour ou contre ? Le sujet, pour moi, il est que est-ce qu'on peut s'en passer ou pas ? Parce que je crois qu'à terme, dans ce fameux mix énergétique, hein, où on pourrait réussir à avoir des sources d'énergie très, très larges, au jour d'aujourd'hui, eh bien, si on veut récupérer de la souveraineté énergétique, on a encore besoin des deux, c'est-à-dire à la fois du nucléaire et à la fois de développer les énergies renouvelables. Et c'est ce qu'on souhaite faire. Mais effectivement, on ne pourra pas se passer dans les décennies qui arrivent du nucléaire. Malheureusement, j'ai envie de dire, puisque je crois qu'on ne peut pas non plus ne pas penser aux déchets qui sont produits par les centrales nucléaires. Je n'ai pas une vision idyllique, pas du tout. Et je crois que finalement, il n'y a pas de solution unique et qu'il n'y a pas de solution facile, mais qu'en tout cas, il faut qu'on ait le courage aussi de regarder la réalité telle qu'elle est aujourd'hui. On verra cet hiver si les menaces de pénurie d'énergie, justement,
faute de production suffisante en France, avec pas mal de centrales arrêtées aujourd'hui, se manifeste, se concrétise. Peut-être que le positionnement aussi de la population changera en fonction d'une réalité vécue. A priori, il n'y aura pas de coupure dans les hôpitaux, ça le gouvernement l'a assuré, quoi qu'il arrive. Mais il y a quand même des problèmes de fonctionnement dans les hôpitaux français, notamment chez nous, à Voiron, où l'hôpital tout neuf fonctionne en mode dégradé pour les urgences depuis plusieurs mois. C'est la même chose à Grenoble, avec un service qui est fermé la nuit. Alors, les syndicats de médecins demandent une réouverture 24 heures sur 24, comme c'était le cas avant, avec des ouvertures de lits et puis des embauches de personnel pour faire tourner ces services. Ils ont raison de militer pour que les urgences restent ouvertes 24 heures sur 24, quoi qu'il en coûte. Alors déjà, je tiens à préciser plusieurs choses. Les urgences fonctionnent en mode adapté. Adapté au personnel aujourd'hui qu'il y a dans le service des urgences. Qu'est-ce que ça veut dire ? Par exemple, si on prend le cas de Voiron, je suis le sujet, vous vous en doutez, de très très près. Et donc, on a des urgences adultes à Voiron où si vous avez un problème, vous vous présentez à l'hôpital de Voiron, vous avez une infirmière régulatrice qui est en ligne avec le 15 et qui, elle, va effectivement prendre vos constantes, voir dans quel état vous êtes, et elle va accompagner du médecin. Soit effectivement, il y a une urgence vitale, à ce moment-là, vous êtes pris en charge et vous avez jusqu'à minuit, et vous allez voir, je vais vous faire une réponse très précise, jusqu'à minuit, un urgentiste senior. Au-delà de minuit, vous avez le médecin du SMUR, vous avez un interne qui est là, le médecin de garde en soins intensifs et l'anesthésiste qui sont là. Donc, les urgences, elles sont en fait régulées. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas suffisamment de personnel de santé et que, malheureusement, on a encore la moitié des personnes qui se présentent aux urgences dont le caractère urgent, en fait, n'existe pas. Sauf que moi, j'entends bien des personnes qui me disent moi, j'ai tel problème, j'ai besoin d'avoir un avis médical parce que voilà, on n'est pas médecin, donc on ne connaît pas la gravité de son cas. Donc là, vous avez un retour qui peut vous être fait. Donc c'est une solution qui n'est, on est bien d'accord, pas satisfaisante, puisque ça n'est pas une ouverture comme avant, sans régulation. Mais je tiens à le dire, les urgences ne sont pas fermées. D'ailleurs, vous avez aussi les urgences pédiatriques qui fonctionnent sans régulation, les urgences obstétriques qui fonctionnent sans régulation. Donc, et puis en plus, je ne l'ai pas indiqué, mais vous avez aussi l'équipe paramédicale au sein du service des urgences qui est au complet. Donc, même si ça n'est pas satisfaisant, je peux pas vous laisser dire que les urgences sont fermées. C'était plutôt les médecins et les syndicats hospitaliers qui emploient ce terme de fermeture et de mode dégradé. C'est pour ça que j'insiste bien auprès auprès de vous, auprès des personnes qui nous écoutent. Les postes, ils sont ouverts. Les postes sont ouverts. Donc, on peut, si on a 15 postes d'ouverts, on peut en ouvrir 40. Si vous n'avez pas des hommes et des femmes qui viennent travailler à l'hôpital, eh bien, malheureusement, on ne peut pas accueillir les gens. Donc, les urgences ont un mode adapté aux ressources qu'on a aujourd'hui. Chaque semaine, Élodie Jacquier-Laforge, on demande à l'invité qui a précédé cette émission de poser une question de son choix, l'invité du jour. Donc la semaine dernière, on recevait Coraline Sora, qui est la présidente de la communauté de communes de Matésine, un territoire qui a quelques points communs avec le Voironnais, une petite ville-centre, un milieu assez rural et puis de magnifiques paysages. On écoute la question qu'elle a souhaité vous poser. Madame la députée, bonjour. Ma question portera sur la sécheresse. Effectivement, la France et notamment les territoires ruraux ont été frappés de plein fouet par la sécheresse cette saison et ce n'est pas fini. Aujourd'hui, on sait que la réglementation concernant le stockage de l'eau est très stricte et je souhaite vous demander quelles souplesses sont envisagées par le gouvernement à l'avenir pour assouplir cette réglementation qui aujourd'hui ne permet pas un stockage suffisant.
Alors, elle évoque notamment les retenues collinaires qui permettraient de stocker l'eau quand elle tombe et pouvoir la redistribuer, j'imagine, plus facilement pendant les périodes de sécheresse. Alors, on a eu la visite de Christophe Béchu, qui est le ministre de la Transition écologique, qui est venu début août. Et bien évidemment, il a été sollicité, interrogé à ce point. Il n'est pas fermé à une évolution de la réglementation. Et il insistait aussi sur le fait que ça ne peut pas être la seule réponse. Moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'on a le sentiment aujourd'hui que finalement, ce serait la solution, pas un peu miracle, mais presque au final. Je pense qu'il faut avoir aussi là une vision très locale des dispositifs, parce que quand Madame la Présidente dit il faudrait qu'on ait des retenues suffisantes pour pouvoir, au moment où l'eau tombe, finalement, passer toute la période de sécheresse, parce que finalement, c'est ça qui est souhaité. Là, on est encore en alerte 4 en termes de sécheresse, hein, comme vous le savez, donc la sécheresse n'est pas terminée. Et il faut calculer le volume d'eau nécessaire pour tenir. Donc, ça fait juillet, août, septembre, octobre. Ça veut dire des retenues, vous imaginez le volume qu'il faudrait pour l'agriculture. On a parlé des troupeaux qui n'avaient plus d'eau, donc je ne vous dis pas du tout que la situation n'est pas grave, c'est pas ça du tout. C'est que je pense que les retenues collinaires, c'est une des solutions, donc il faut réfléchir localement après. Lors d'une assemblée générale de nuciculteurs, j'ai un nuciculteur qui est venu me voir, parce qu'on a abordé bien évidemment ce sujet, et puis il me dit producteur de noix. Un producteur de noix. Tout le monde sait ce que c'est qu'un nuciculteur. Oui, surtout chez nous, avec la noix de Grenoble. Exactement. Mais donc il me dit moi j'ai fait une retenue collinaire, ça m'a coûté 13 000 €. Et elle n'était pas bien dimensionnée, elle n'était pas bien faite, et au final, ça ne m'a jamais servi. Donc c'est juste pour, en vous prenant un exemple précis, ça ne peut pas être l'alpha et l'oméga de la gestion de la sécheresse. On sait que c'est la question du partage de l'eau, c'est la question de comment on arrive aussi à être plus sobre en utilisation d'eau. C'est le partage de l'eau entre les différentes activités. Et puis on le sait, sur la Matésine, quand il n'y aura plus de neige, on avait des réserves d'eau en fait naturelles. Avec les glaciers et la neige. Voilà, donc toutes ces questions-là, elles doivent être, je crois, plus larges que les retenues collinaires, même si c'est, pour moi, un des aspects à travailler et à faciliter aussi pour ceux qui voudraient les mettre en place. Puisqu'on parle d'agriculture, vous étiez présente ce lundi pour l'inauguration du nouveau siège de la Maison de l'Agriculture à Moirans. C'est d'ailleurs sur votre circonscription. C'était Jean-Claude Darlet, le président de la Chambre d'agriculture, qui a coupé le ruban avec pas mal d'élus. Il est lui-même élu, conseiller régional et maire de Saint-Bonnet-de-Chavagne, à côté de Saint-Marcelin, donc là aussi sur votre territoire. Quel rapport vous entretenez avec le monde agricole et le dit Jackie Laforge? J'ai noté que vous aviez voté contre la réintroduction des pesticides néonicotinoïdes il y a quelques années, contre l'avis de votre groupe et du gouvernement d'ailleurs. Alors je pense que c'est un vote qui peut être apprécié d'une population urbaine avec une fibre environnementale, peut-être moins de certains agriculteurs qui ont besoin de ces outils pour continuer à produire. Alors, dans la circonscription, on n'a pas besoin de néonicotinoïdes puisque c'est plutôt pour la betterave. C'est surtout pour la betterave. Je parlais des nuciculteurs. Les producteurs de noix ont localement créé en 1993 une station de recherche qui s'appelle la Cénura et qui travaille à des méthodes justement pour limiter, voire rendre inutile l'utilisation de pesticides. Donc, finalement, cette opposition que vous feriez, enfin en tout cas que vous présentez comme telle, entre des urbains qui seraient contre les pesticides et des ruraux qui seraient pour, alors je tiens à vous dire d'ores et déjà que ça n'est pas la réalité de ce que je vis moi dans ma circonscription. Par contre, on a des agriculteurs qui parfois disent « mais là », et c'était par exemple pour la cerise, le cas vraiment spécifique à un produit qui aide les cerises à arriver jusqu'à maturité sans s'abîmer. Et là, effectivement,
on supprime un produit, il faut qu'on puisse donner des solutions. Et le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, qui est Marc Fesneau, avec qui je suis en lien très régulier, travaille justement à trouver des dispositifs qui viennent répondre à des besoins, mais qui ne soient pas des pesticides. Donc, les relations, puisque c'était la question que vous posez, avec les agriculteurs, elle est faite de franchise. Et je crois qu'ils savent aussi qu'on a un changement sociétal très fort, même dans leur rang. Et c'est là où je vous interpelle aussi, c'est même dans leur rang de se dire, eh bien, finalement, on a utilisé des produits pendant des années, eh bien, il faut qu'on fasse autrement. Bon, bah, c'est noté. J'ai relevé aussi l'exemple des noix. La récolte a commencé justement cette semaine sur votre territoire notamment, puisque l'AOC Noix de Grenoble regroupe une bonne partie des territoires autour de Vinay et de Saint-Marcellin. Et que eux aussi, comme beaucoup d'exploitants, sont soumis à la sécheresse. Je ne sais pas ce que donnera la récolte 2022 par rapport à ces aléas. On arrive au terme de cette émission. Élodie Jacquier-Laforge. Tout à l'heure, Coraline Sora vous a posé une question. Je vais vous demander le même exercice pour l'invité de la semaine prochaine. Alors, c'est aussi une de vos collègues, Elisa Martin, qui est députée de la 3e circonscription de l'Isère. Vous n'êtes pas dans le même camp. Elle siège au sein du groupe de la France Insoumise. C'est une proche de Jean-Luc Mélenchon. Je vous laisse regarder la caméra en face de vous et puis lui poser la question que vous souhaitez. Oui, alors en fait aujourd'hui on a 44 millions de tonnes de marchandises qui passent par l'arc alpin et aujourd'hui c'est 90% par la route. Et la nouvelle ligne Lyon-Turin pourrait absorber la moitié de ce transit. Et aujourd'hui, une motion, en tout cas, souhaite être déposée par le groupe de la France Insoumise sur le fait que finalement, voilà, ce ne serait pas un projet pertinent. Et qu'on pourrait se satisfaire de l'existant, sauf qu'aujourd'hui, on le sait, les voies qui existent ne permettent de transporter que 6 millions de tonnes par an. Donc ma question, Madame la députée, c'est quelle est votre position sur le projet Lyon-Turin ? Voilà. Voilà, elle vous répondra la semaine prochaine sur ce plateau. On parlait de ces projets au long cours qui n'avancent pas en parlant des éoliennes de Saint-Antoine-de-l'Abbaye. On peut aussi classer Lyon-Turin dans cette catégorie. Merci en tout cas, Élodie Jacquier-Laforge, d'être venue participer au QG politique. Cette émission est diffusée tous les week-ends, le vendredi à 21h15, le samedi à 13h et le dimanche à 19h. Et vous pouvez retrouver l'ensemble de nos émissions en replay sur télégrenoble.net. Bonne reprise et bon perchoir la semaine prochaine. Merci beaucoup.